Le 2 juin 2013, à Reno, dans l'Oklahoma, des chasseurs d'orage ont dû faire face à l'inimaginable. La plus large tornade jamais enregistrée s'est abattue directement sur un groupe de chasseurs d'orage tentant désespérément de s'échapper. En quelques minutes, ce monstre allait devenir l'une des tornades les plus puissantes et les plus tristement célèbres de l'histoire moderne. Mais comment cela est-il arrivé? Une tornade de catégorie EF5 avait récemment dévasté Moore, en Oklahoma, rasant des quartiers entiers. L'agglomération d'Oklahoma City a été choquée par l'ampleur des dégâts. Mais, Moore, connu pour son activité tornadique en Oklahoma, avait montré son visage le plus féroce. Mais rien de tout cela n'avait été anticipé. Cependant, une vérité concernant la météo est indiscutable. Elle est impitoyable, elle ne s'arrête pour personne. Alors que le système météorologique responsable de la tornade d'intensité EF5 se déplaçait vers l'est, un autre système le suivait de près. Les météorologues ont commencé à repérer dans les modèles météorologiques un puissant système dépressionnaire qui allait s'intensifier sur le centre de l'Oklahoma. Les vents, alimentés par les fortes différences de pression, ont généré le cisaillement idéal pour la formation de tempêtes. La chaleur torride de l'été et l'humidité provenant du golfe du Mexique se sont combinées dans cette région, créant tous les ingrédients nécessaires aux tempêtes supercellulaires. Cependant, toutes les supercellules ne sont pas désastreuses. L'atmosphère est saturée d'humidité. On se croirait dans le sud de la Floride, a commenté un chasseur d'orage. Alors que des orages commençaient à se former, de nombreux chasseurs ont pris des positions stratégiques, évitant les plus gros noyaux de grêle. C'était une journée idéale pour la chasse aux orages. Nous étions au cœur de l'allée des tornades, l'été venait de commencer et une tornade géante avait récemment frappé la même zone, attirant des chasseurs de tempêtes du monde entier, espérant assister à un autre événement historique. La petite ville tranquille d'El Reno, située à l'ouest d'Oklahoma City, semblait l'endroit idéal pour attendre la fin de la tempête et éviter le chaos de la circulation. Alors que le soleil commençait à décliner, l'atmosphère était chargée d'une instabilité extrême, un terreau fertile pour le chaos climatique. À 16h30, les radars ont commencé à afficher les premiers signaux, suivis d'autres. En quelques minutes, ce qui semblait être une activité radar ordinaire s'est transformé en quelque chose de bien plus inquiétant. De monstrueuses supercellules commençaient à prendre forme. À ce moment précis, le célèbre chasseur de tempêtes Tim Samaras, accompagné de son fils Paul et de son collègue Carl Young, était sur place, prêt à recueillir des données cruciales à l'aide d'instruments de pointe tels que des sondes de pression. Tim avait déjà marqué l'histoire en 2003 en enregistrant la plus forte chute de pression jamais enregistrée à l'intérieur d'une tornade, un record qui avait inscrit son nom dans les annales scientifiques. Face à un risque encore plus grand, il était prêt à affronter à nouveau l'inconnu au nom de la science. À 17h, les orages ont commencé à montrer leur véritable visage, de violentes rotations accompagnées d'une grêle massive. Alors que les orages fusionnaient en un complexe géant, celui le plus au sud a commencé à dominer l'activité, profitant pleinement des éléments atmosphériques à sa disposition. La tempête s'est intensifiée à une vitesse vertigineuse, tournant plus vite et gagnant en puissance inquiétante. Au cœur de ce monstre de la nature, un grand mur de nuages a commencé à se former, signalant la présence d'un mésocyclone, la structure interne de la tempête capable de générer une tornade. À 6h06, les rapports commencèrent à arriver. La première tornade avait été détectée. Cependant, le moment exact de sa formation restait incertain, la base de la tempête étant si vaste et complexe que l'origine de l'entonnoir ne pouvait être immédiatement déterminée. Au lieu d'une fine spirale, plusieurs tourbillons de poussière se déployèrent sous la tempête, un spectacle terrifiant qui préfigurait la suite. Bien que la tornade initiale fût relativement faible, il était clair que le pire était encore à venir. 3 minutes plus tard, à 3h06, un petit entonnoir toucha brièvement le sol avant de s'élever à nouveau, comme si la tempête testait encore sa force.
Ce qui commençait à émerger de ce monstrueux tourbillon n'était plus seulement une tornade, mais une force de la nature capable de tout détruire sur son passage. Le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Bon, les gars, je crois que c'est proche. Ça s'abat. Ça s'abat derrière les arbres, jusqu'au sol. Des mots d'excitation et de tension se mêlaient tandis que le groupe observait le spectacle de la nature se déchaîner. Un autre petit vortex au sol. On a plusieurs vortex qui tournent. Le chaos de la tempête transparaissait dans chaque mot. Mais une chose rassurait les chasseurs de tempête, ils s'éloignent de nous. On va bien. On est en position idéale. Cependant, ce qui semblait être une situation sous contrôle était sur le point de basculer. Parlons maintenant de ce qui se passait réellement à ce moment-là, au-delà des mots d'alerte et d'émerveillement. Les tornades ne sont pas simplement une spirale de vent s'élevant dans le ciel. Ce sont des tourbillons complexes qui tournent à toute vitesse. Ces tourbillons ne forment pas toujours une seule unité. Souvent, plusieurs cercles de vents intenses tournent autour d'un centre commun. En temps normal, ces tourbillons peuvent être si proches et d'intensité si similaire qu'ils semblent n'être qu'une seule tornade. Cependant, dans cette tempête en particulier, la zone de rotation était si vaste et si puissante que des tourbillons secondaires, appelés sous-tourbillons, ont émergé de manière erratique et se sont dispersés sous la base de la tempête. Plusieurs petites circulations de vent convergent et fusionnent en une circulation principale plus forte, créant un phénomène totalement imprévisible. Ce type de comportement entraîne un déplacement erratique et chaotique de la tornade, ce qui complique encore sa trajectoire. Et comme si cela n'était pas déjà assez déconcertant, la situation se complique encore davantage lorsque des tornades jumelles, voire quadruples, peuvent se former simultanément. La tempête se déplaçait vers le sud-est à environ 20 km/h, une vitesse qui semblait relativement gérable, mais elle était sur le point de devenir une menace bien plus grande. Retenez ce détail pour plus tard. La vitesse de la tornade serait déterminante pour la suite des événements. Au sud-est de la tempête, Tempest Tours, une association de tourisme spécialisée dans les tornades, observait l'événement à bonne distance, du moins le croyait-on. Fascinés par l'ampleur du spectacle naturel, les participants ne réalisaient pas à quel point ils se trouvaient près de la tornade. Tandis que le groupe admirait le tourbillonnement effréné des petits tourbillons mortels, le chef du groupe observait attentivement le comportement des tourbillons erratiques, espérant que la tornade se déplacerait de gauche à droite, comme d'habitude, indiquant qu'elle se déplaçait d'ouest en est, comme prévu. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, c'est la dangereuse vérité. La tornade ne changeait pas de direction. En réalité, ce qu'ils observaient était bien plus terrifiant qu'ils ne l'imaginaient. La tornade se dirigeait droit vers eux. L'atmosphère, jusque-là chargée de fascination, était désormais emplie de terreur. Et à cet instant, la gravité de la situation devint évidente. Aussitôt, le chef de groupe, l'adrénaline dans les veines, klaxonne bruyamment, un coup strident qui coupe la tension ambiante. « Tout le monde à l'intérieur, maintenant, fermez la porte !» L'ordre, clair et rapide, résonne. À cet instant, ils ont moins de 60 secondes pour s'échapper, moins d'1 minute pour éviter une mort certaine. L'urgence est palpable, tandis que les membres du groupe sautent précipitamment dans leur SUV. Les portes se ferment avec fracas et le convoi démarre à toute vitesse, se dirigeant rapidement vers le sud à la recherche d'une issue de secours qui semble de plus en plus lointaine. Heureusement, ils parviennent à échapper au vortex, un phénomène inhabituel comparé à d'autres. La plupart des chasseurs de tempête, forts de leur expérience acquise au fil des ans, avaient positionné leur véhicule au sud de la tornade, anticipant une progression vers le nord-est. Cependant, lors d'un virage inattendu, la tornade change soudainement de direction et se dirige vers le sud-est. De nombreux chasseurs se retrouvent alors dans une course désespérée pour s'écarter de leur trajectoire. La mobilité des chasseurs est fortement impactée par le nombre de véhicules dans la zone. Des embouteillages commencent à se former, créant un chaos
qui complique encore davantage la situation. L'effervescence de la saison des tornades a attiré une foule de personnes cherchant à s'approcher de trop près, ce qui a entraîné une dangereuse accumulation de véhicules autour de la tornade. Le désir d'être au plus près, d'observer le phénomène sous un angle unique, met en danger la vie de toutes les personnes impliquées. À l'est de la tornade, à 18h09, les chasseurs de tempête Brett Wright et Brandon Sullivan ont observé le monstre de la nature à moins de 3000 mètres d'altitude. Les mouvements erratiques des sous-tourbillons compliquent la détermination de la direction exacte de la tornade, mais, forts de leur expérience, ils supposent qu'elle se dirige vers l'est-nord-est, ce qui les placerait directement sur sa trajectoire. Sans perdre de temps, ils analysent la situation. Dans leur esprit, la meilleure option est de fuir vers le sud, loin du centre du tourbillon, et de se mettre à l'abri derrière une voie de secours. Mais cette tornade n'obéit pas aux lois de la nature, et cette décision, bien que logique, les met dans une situation mortelle. En quelques secondes, les vents commencent à fouetter le véhicule, le poussant avec une force qui les coupe le souffle. « Oh mon Dieu, des débris! Tout ça s'élève !» s'écrie Brett, la voix pleine d'effroi. « Oh mon Dieu! Continue! Continue! Ne t'arrête pas! » La peur les a saisis, tandis que les débris volent dans les airs, heurtant violemment le véhicule. Les routes mouillées, recouvertes par la pluie torrentielle, rendant la fuite encore plus difficile. Le terrain glissant et les vents violents limitent leur vitesse à seulement 40 km/h, ce qui ne suffit pas à distancer l'énorme champ de vent qui alimente la tornade. Les vents les plus violents fouettent avec une telle force que le véhicule commence à perdre le contrôle, tandis qu'une ferme voisine est déchiquetée par la fureur de la tempête. Les débris volent vers la voiture, heurtant violemment le pare-brise, le brisant en 1000 morceaux. Chaque seconde leur paraît une éternité tandis qu'ils luttent pour maintenir leur trajectoire. Ils parviennent à peine à continuer à avancer, leur cœur battant désespérément, échappant à la tornade de moins de 40 secondes, mais avec le sentiment que chaque instant pourrait être leur dernier. À ce moment précis, à exactement 1 mile au nord de Wright et Sullivan, le groupe Twistex bifurque vers l'est sur Reno Highway, accélérant dans une manœuvre risquée. L'équipe est déterminée à se positionner sur la trajectoire de la tornade qui s'intensifie, observant attentivement chaque mouvement du monstre venant du nord. Leur espoir est de la distancer, de devancer sa progression fulgurante et, si tout se passe bien, de tourner vers le sud avant que la tornade ne les atteigne. En suivant la trajectoire du phénomène, ce qui semblait autrefois un ensemble de petits sous-tourbillons s'est transformé en quelque chose de bien plus terrifiant. Une gigantesque tornade en coin. Bien plus large que haute, une véritable monstruosité se déplaçant avec une force imparable. Cela ne signifie pas que les sous-tourbillons ont disparu. Au contraire, ils sont toujours présents, bien que dissimulés dans le nuage de poussière et de débris soulevés par la tempête. La seule façon de détecter ces petits tourbillons est de les observer à l'intérieur de la tempête. Et c'est précisément ce que fait l'équipe en charge du camion radar mobile, situé à un endroit stratégique. Ce qu'ils peuvent observer est extrêmement rare, un phénomène aussi impressionnant que dangereux. Alors que dans la plupart des tornades, le noyau en rotation concentre sa puissance en un seul point, le mésocyclone est ici si incroyablement puissant qu'il génère de multiples rotations distinctes au sein de sa gigantesque circulation. Chaque rotation, chaque tourbillon, semble plonger dans un chaos total, créant un spectacle de destruction que seuls quelques-uns osent observer. Les vents erratiques et les mouvements accompagnant la tempête commencent à alarmer l'équipe radar. La pression monte alors qu'à moins d'1 kilomètre du groupe Twistex, Reed Timmer et son équipe Dominator suivent la trace de la tornade, avançant prudemment tout en gardant un œil sur le monstre de vent qui menace de les engloutir. À bord de l'un des 3 véhicules de l'équipe, le Dominator One,
le chasseur de tempête Ray Bohack enregistre des images saisissantes de la tornade avec sa caméra. Tandis que l'énorme vortex en forme de coin devient plus visible à l'écran, dominant l'espace et anéantissant toute tentative de résistance. À l'insu de l'équipe Twistex, la situation est extrêmement dangereuse. Le camion radar, toujours vigilant, enregistre la formation d'un autre vortex au-dessus de l'aéroport d'El Reno. Ce nouveau vortex apparaît juste derrière l'équipe et en quelques secondes, un autre se forme au sud-ouest du coin. Le chaos règne alors au sein de la tempête. Au moins 3 vortex visibles tournent les uns autour des autres, formant un motif erratique et mortel. L'équipe radar observe avec une inquiétude croissante ces nouvelles formations de vortex qui affectent le comportement de la tornade principale. À chaque rotation, la tornade semble perdre le contrôle et, soudain, comme attirée par un champ magnétique, elle semble se décaler vers le nord, se dirigeant directement vers Reno Highway et, pire encore, directement vers l'équipe Twistex. À l'intérieur du véhicule Twistex, la tension était palpable. Paul Samaras, caméra en main, enregistre chaque seconde de la rencontre. Les images, qui capturent l'intensité du moment, se perdent dans l'instabilité de la tempête. Mais le dialogue entre les 3 membres de l'équipe a été retranscrit. Et les mots de Carl Jung résonnent clairement. Exhortant Tim à accélérer pour devancer la tornade, Carl s'écrie avec assurance « On peut le passer tout de suite, Tim. Pas de problème. J'ai une vue dégagée. » Mais Tim, avec des années d'expérience et un œil attentif à ce qui se passe autour de lui, remarque quelque chose d'étrange, quelque chose qui ne correspond pas à la situation. Nous avons des débris dans l'air, c'est ça le problème. Les paroles de Tim sont un avertissement. Alors que le coin commence à se courber dangereusement vers eux, les bandes extérieures de la tempête s'abattent sur le véhicule avec une fureur débridée, projetant des débris dans toutes les directions. Il est temps de prendre une décision rapide et décisive. Il faut tourner vers le nord. Suivons-la jusque-là et sortons d'ici. Les mots de Tim sont un ordre qui indique clairement que la seule option viable est de s'éloigner le plus possible du monstre qui approche. À ce moment-là, chaque seconde compte et l'équipe Twistex sait qu'elle court contre la montre pour sauver sa vie. L'équipe bifurque vers le nord, sur Reformatory Highway, sous des vents soufflant à plus de 70 km à l'allure comme sort. Une explosion destructrice qui alimente la tornade et en intensifie la violence de manière alarmante. Pendant ce temps, un civil nommé Richard Henderson se trouve également sur Reno Highway, juste devant Twistex. Henderson, inconscient du danger imminent, suivait la tornade depuis 10 minutes. Pris de curiosité, il avait même pris une photo avec son téléphone portable pour l'envoyer à un ami. Lors d'un appel, sa voix est détendue, comme si tout cela était une aventure. « Je m'amuse, je cours après les tempêtes. » Son ami, visiblement préoccupé par l'imprudence d'Henderson, le prévient fermement. « Tu ferais mieux d'arrêter de faire ça. » Malgré l'avertissement, Henderson ne s'arrête pas. Il continue vers l'est sur Reno Highway, se rapprochant du monstrueux vortex. Alors que la tornade tourne vers le nord, Henderson poursuit lui aussi sa route, inconscient du danger imminent. Son ami, toujours en communication, se souvient avoir entendu des bruits étranges, comme des coups dehors, au moment même où les débris heurtaient le véhicule d'Henderson. Peu après, la communication est coupée brusquement, laissant planer un sentiment de malaise. Si la tornade en coin continue vers le nord, Twistex et Henderson seront tous deux pris dans l'impact direct du vortex, confrontés non seulement aux débris dévastateurs aspirés par la tempête, mais aussi à la puissance destructrice de la circulation de la tornade elle-même. Cependant, de manière totalement inattendue, le coin effectue un demi-tour complet, se dirigeant vers le sud. Ce virage miraculeux offre à Twistex une chance de s'échapper, et il décide rapidement de bifurquer vers le nord, puis vers l'ouest sur 10th Street, espérant intercepter la tornade plus sûrement. La masse sombre et grouillante de la tornade se déplace légèrement vers l'est,
Mais ce virage a une conséquence dangereuse. La vitesse de la tornade augmente considérablement. Elle ne se déplace plus à la vitesse de 20 km/h, 12 miles/h, comme auparavant, mais accélère désormais à plus de 50 km/h, 30 miles/h, déchaînant sa fureur encore plus rapidement. Pour ceux qui se trouvent à l'est de la tornade, la situation est désespérée. La vitesse vertigineuse et les changements de direction rendant l'évasion quasiment impossible. Mais ce n'est pas le seul problème auquel sont confrontés les chasseurs de tempête. Un embouteillage d'une ampleur inouïe se forme sur les routes de terre mouillées, et la circulation devient un véritable chaos. La masse de véhicules coincés est telle qu'il est quasiment impossible d'échapper à la trajectoire de la tornade. Parmi les personnes piégées se trouve Skip Toppet, membre d'un groupe qui observait la tempête depuis l'intersection de la 15e rue et de Country Club Road. Pris dans la tourmente, Toppet, comme beaucoup d'autres chasseurs de tempête, se retrouve confronté à un scénario où le temps devient son pire ennemi. Jusque-là, la poussière enveloppant la tornade l'avait presque entièrement masqué, ne la révélant que par de brefs éclairs, la foudre illuminant le tourbillon chaotique par derrière. Cependant, à mesure que la tornade approche, une pluie torrentielle s'abat furieusement, obscurcissant les tourbillons en spirale et déformant la vue du phénomène. Malgré la visibilité limitée, le groupe de chasseurs d'orage décide d'attendre pour mieux voir la tornade, car elle est encore à environ 3 km. Mais bientôt, Toppet remarque quelque chose d'étrange. Des rideaux de pluie se déplacent de manière erratique, de gauche à droite, à des vitesses qu'il ne peut calculer avec certitude, mais qui dépassent les 160 km/h. C'est alors qu'il réalise, ce qu'il voit n'est pas simplement de la pluie, mais ce rideau rapide est en fait la tornade elle-même. Toute la zone commence à être soumise à des vents cycloniques qui s'intensifient à chaque seconde. Rapidement, le groupe décide que la prudence est de s'éloigner et se dirige vers l'est, à la recherche d'une sortie. Alors qu'il tourne sur la 15e rue, il tombe sur une file interminable de véhicules coincés dans un embouteillage, tous cherchant à échapper à la fureur de la tornade. Tous ne sont pas des chasseurs d'orage. Quelques minutes plus tôt, Billy O'Neill et son gendre, José Bonilla, observaient eux aussi la tornade, fascinés par son ampleur. Cependant, la menace grandissante les pousse à envisager de se mettre à l'abri, et Bonilla, inquiet pour leur sécurité, leur suggère de se réfugier dans le sous-sol d'un voisin. Mais O'Neill, claustrophobe, rejette l'idée, craignant d'être coincé dans un espace restreint sans issue. Ils décident alors de tenter de s'échapper dans leur véhicule. Ils roulent rapidement vers le sud, suivant la 15e rue, où ils croisent bientôt la même file de voitures fuyant la tornade. O'Neill, voyant les chasseurs de tempête devant eux, s'arrête pour les laisser passer, cédant le passage à ceux qui auraient pu mieux connaître la situation. Alors que le dernier véhicule s'éloigne, O'Neill reprend sa route et tourne sur la 15e rue. Cependant, la tornade est bien plus proche qu'il ne le pensait, et le virage vers le sud semble prendre une direction fatale. Au loin, ils aperçoivent une camionnette qui s'engage sur un chemin de terre. À bord se trouvent Dustin Heath Bridges et Wyatt Mindeman, qui avaient été pris dans la tornade alors qu'ils se dirigeaient vers la ville voisine de Yukon. O'Neill décide de les suivre, espérant échapper à la destruction. Mais il est trop tard. Alors qu'ils continuent sur le chemin de terre, des lignes électriques tombent sur le pick-up de Bridges, piégeant les deux véhicules dans leur destruction. Au moment de la collision, Bonilla se souvient. Toutes les vitres ont explosé et nous avons commencé à rouler. C'était comme au ralenti. Les voitures ont fait un tête-à-queue violent sur au moins 15 mètres avant de s'immobiliser brusquement. Miraculeusement, les deux véhicules se remettent sur leurs roues, mais sur une route complètement différente de celle qu'ils empruntaient au départ. Bonilla, abasourdi, parvient à sortir de la voiture et s'approche rapidement du camion de Bridges. Ce faisant, il entend des cris désespérés provenant de l'intérieur du véhicule. En s'approchant, il découvre la scène macabre. Bridges pendu à sa ceinture de sécurité, coincé à l'intérieur,
et Minderman, la jambe gravement écrasée. Incapable de faire quoi que ce soit pour aider ses compagnons à ce moment-là, Bonia retourne à son véhicule, espérant trouver de l'aide. Mais à son arrivée, une surprise déchirante l'attend. O'Neill est mort, victime des violents impacts de la tornade qui a frappé la région. Désespéré, Bonia utilise un morceau de verre brisé pour tenter de libérer Bridges de sa ceinture de sécurité. Les mains tremblantes et le cœur battant, il parvient à couper la sangle, mais à l'arrivée des secours, Bridges est inconscient. Malgré les tentatives de réanimation, lui et O'Neill sont déclarés morts sur place, première victime de la fureur de la tornade. Pendant ce temps, à seulement 1,5 km au nord, sur Reno Highway, un autre convoi de chasseurs de tempête tente d'échapper à la catastrophe. Parmi eux se trouve Richard Henderson, qui avait réussi à échapper au vortex qui tournoyait derrière lui. Cependant, la tornade approche à nouveau avec une violence redoutable. Les véhicules commencent à converger vers la Highway 80, une importante artère nord-sud, et les chasseurs sont confrontés à un choix qui pourrait leur coûter la vie. Continuer vers l'est en espérant distancer la tornade sur les chemins de terre, ou tourner vers le sud sur la Highway 81 et espérer s'échapper avant qu'elle ne les atteigne. Skip Topet et Henderson, le temps presse, choisissent de continuer vers l'est, tandis que la terreur se propage le long des routes voisines. À seulement 800 mètres au nord de Henderson, un autre groupe de chasseurs prend une décision potentiellement fatale. Cette équipe, appartenant à Weather Channel, est composée de 3 véhicules. Le premier est conduit par Kevin Parrish, suivi de près par le Betts Mobile, piloté par le journaliste Mike Betts, accompagné du producteur Austin Anderson et du caméraman Brad Reynolds. L'équipe s'arrête juste au nord de Reno Highway pour tenter de diffuser en direct l'approche de la tornade par le sud-ouest. Alors que Betts se prépare pour son émission, il alerte le public d'une voix pleine de tension. « Regardez ce monstre. Si vous êtes à Union City ou au sud d'El Reno, vous devez vous mettre à l'abri immédiatement. Je pense qu'il va falloir agir vite pour rester en sécurité. » Alors que la tornade approche à grands pas, l'équipe décide de faire demi-tour vers le sud pour échapper aux destructeurs. Mais la décision arrive trop tard. Le monstrueux vortex est déjà sur eux. L'idée semble raisonnable. Se diriger vers le sud à la recherche d'air pur. Au nord et à l'ouest, des grêlons d'une taille record tombent comme des projectiles. Et se diriger vers l'est reviendrait à se placer directement sur la trajectoire potentielle de la tornade. Mais là encore, les illusions masquent le véritable danger. La tornade, si gigantesque, semble presque immobile, mais c'est une illusion mortelle. Lorsqu'une tornade semble immobile, cela signifie généralement qu'elle se dirige droit sur vous. Cette illusion conduit l'équipe de Weather Channel à croire à tort qu'elle se trouve sur la trajectoire directe de la tornade, ce qui la pousse à se déplacer vers le sud au lieu de rester sur place. En réalité, la tornade se déplace vers l'est à plus de 80 km/h. Mais ce n'est pas tout. Sa taille s'étend plus vite que celle de toute autre tornade jamais enregistrée. En moins d'1 minute, le champ de vent double, passant d'1 mille à 2 miles de large, ce qui signifie qu'il s'étend également vers l'autoroute 41 à une vitesse supplémentaire de 45 km/h. Au total, la tornade s'approche du convoi à plus de 130 km/h. Le convoi commence à se déplacer vers le sud, mais il réalise bientôt son erreur. La pluie cesse et le noyau erratique et multivortex de la tornade redevient visible, plus terrifiant que jamais. Bien que l'entonnoir semble s'être rétréci, ce changement a intensifié les vents. Des images aériennes prises après le passage de la tornade montrent les ravages qu'elle laissait déjà sur son passage. Bien que l'entonnoir soit à près d'1,5 km, le champ de vent a déjà traversé l'autoroute devant eux à plus de 110 km/h. Ils tentent de s'échapper, mais la tornade les rattrape. Parrish regarde, impuissant, des dizaines de tourbillons se précipiter sur eux. Ils sont maintenant à moins de 300 mètres.
Le vent s'intensifie soudainement à plus de 160 km/h, soulevant leur véhicule et le projetant contre le muret central avant de l'entraîner dans un fossé au bord de la route. Depuis le véhicule de Betts, un caméraman filme le chaos, tandis qu'il crie « Tenez bon, mes frères! Tenez bon! Continuez! Continuez si vous le pouvez! » Parrish, coincé dans le fossé, est à peine visible tandis que le vent brise les vitres du véhicule de Betts, tandis que le cœur de la tornade passe juste au-dessus de sa tête. La caméra de Betts est éjectée par une vitre, mais continue d'enregistrer, tandis que le véhicule tourne avec les 3 occupants toujours à l'intérieur. Au nord, un autre groupe de touristes, mené par Randy Walton, tente de se frayer un chemin à travers la circulation sur Reno Highway. Ils ne sont qu'à 30 secondes d'Henderson, mais au lieu de continuer vers l'est, ils décident de bifurquer vers le nord. 50 secondes plus tard, ils atteignent l'intersection de l'autoroute 41 et de Reuter Road. Au même moment, l'équipe Twistex s'approche de l'autoroute, ignorant que la tornade se déplace à une vitesse impressionnante. Tim Samaras de l'équipe Twistex dit avec détermination « Nous devrons probablement traverser l'autoroute 81 et ensuite trouver un bon chemin vers le sud. » Derrière eux, une Toyota Yaris, conduite par le chasseur de tempête Dan Robinson, filme tout avec sa caméra de recul. Robinson regarde vers le sud et voit la tornade traverser l'autoroute. Un spectacle impressionnant qui le convainc de poursuivre sa route vers l'est sur Reuter Highway. L'équipe Twistex, sans hésiter, prend la même décision. Randy Walton filme la Yaris de Robinson traversant l'autoroute, suivi de près par la Chevrolet Cobalt blanche de l'équipe Twistex. À leur insu, ils immortalisent les derniers instants de leur propre équipe. L'esprit en alerte, Walton décide rapidement de tourner sur Reuter Road, mais avant qu'il puisse avancer, il donne l'ordre de faire demi-tour. « Faites demi-tour. Nous revenons par où nous sommes venus. » Une décision rapide, un geste de survie. Cet ordre simple, donné à ce moment précis, leur sauve la vie. Pendant ce temps, Robinson et l'équipe Twistex poursuivent leur route vers le sud, sur Reuter Highway, inconscients de l'ampleur du danger qui les attend. Henderson, coincé dans une file interminable de chasseurs de tempêtes sur Reno Highway, est complètement bloqué, sans aucune issue. Après avoir heurté le convoi de Weather Channel, le cœur de la tornade commence à tourner vers le nord, surprenant tout le monde sur son passage. La forte pluie ralentit non seulement la ligne de poursuivants devant lui, mais masque aussi complètement la tornade qui approche à grands pas. La visibilité est quasi nulle et le rugissement des vents semble se rapprocher de seconde en seconde. D'après ses dernières observations, la tornade se trouvait à environ 1,5 km au sud, mais les vents rugissent avec force, secouant son véhicule et des débris commencent à s'abattre sur lui. C'est une symphonie frénétique de chaos, mais il n'a pas le temps de réagir. En un clin d'œil, la tornade l'atteint près de l'intersection des routes d'Alal et de Reno, soulevant sa voiture comme une feuille au vent. En quelques secondes, son véhicule s'est projeté sur le bord de la route, disparaissant dans l'obscurité de la tempête. Plus loin, Emily Sutton, une autre chasseuse d'orage, observe le cœur de la tornade se révéler à nouveau. Un spectacle terrifiant. L'entonnoir a une forme tubulaire, avec une base de seulement 250 mètres de large. Mais le plus effrayant est la façon dont le champ de vent continue de croître à chaque seconde qui passe. Au nord, l'équipe Twistex est prise sous la même pluie torrentielle qui bloque leur vision. L'épais rideau d'eau les empêche de voir la tornade qui approche rapidement, entravant leur capacité à calculer sa trajectoire. Supposant que la tornade se déplace toujours vers l'est à environ 65 km/h, ils sous-estiment sa vitesse et la proximité du danger. Ils n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver. Alors que la pluie commence à s'atténuer, Tim Samaras observe attentivement la route devant lui. Au loin, il aperçoit la voiture de Dan Robinson aux prises avec des rafales de vent et une visibilité quasi nulle. Robinson, le visage tendu, regarde vers le sud et commence à saisir l'ampleur de la situation. Qu'est-ce que c'est? On dirait une tornade. Mais la voiture est immobile. Je dois filer.
Malgré ses tentatives d'accélération, la Toyota Yaris de Robinson continue sa route, tandis que la Chevrolet Cobalt, moins puissante, de l'équipe Twistex, se laisse distancer. La caméra de recul de Robinson enregistre la disparition rapide des phares de la Chevrolet, engloutis par l'obscurité implacable. En un clin d'œil, la tornade les atteint et les phares de la Cobalt s'éteignent à jamais. Non loin de là, Kat Randolph, agente de la police routière de l'Oklahoma, entend une transmission radio qui enveloppe tout d'un air de désespoir. « On va mourir, on va mourir !» Puis, silence, absolu. Ces mots, résonnant dans son esprit, semblent nous provenir de l'équipe Twistex, prise dans la circulation principale de la tornade, d'où il n'y a aucune issue possible. Tandis que Robinson parvient à s'échapper vers le sud, la tornade continue de croître à une vitesse stupéfiante. Son champ de vent s'étend jusqu'à une largeur de 4 km, établissant un record inimaginable. Les sous-tourbillons tournent à des vitesses terrifiantes et un radar mobile enregistre des vents allant jusqu'à 475 km/h, la deuxième vitesse la plus élevée jamais mesurée pour une tornade. Autour d'elle, une autre petite tornade satellite gravite autour du noyau principal, atteignant une vitesse sol de 280 km/h, ajoutant au chaos. La tornade n'est pas seulement gigantesque, c'est un monstre incontrôlable et déchaîné qui emporte tout sur son passage. Et au milieu de l'obscurité et du chaos, un désespoir palpable, un sentiment d'inévitabilité qui fait que chaque seconde compte. Poursuivant, civils et patrouilles routières se retrouvent tous sur la même trajectoire terrifiante, celle d'un monstre de vent et de destruction, dont la puissance semble inatteignable, presque inarrêtable. La tempête se dirige vers l'Interstate 40, une autoroute encombrée non seulement de civils, mais aussi de chasseurs de tempête qui tentent de suivre le monstre de vent qui approche. L'inquiétude grandit à chaque seconde qui passe. Si la tornade, de force EF5 et accompagnée de vents approchant les 480 km/h, suit la même trajectoire, les conséquences pourraient être absolument catastrophiques. À Oklahoma City, les habitants n'ont pas encore subi les ravages d'une autre tornade de force EF5 survenue une semaine plus tôt et doivent maintenant faire face au défi encore plus grand d'une autre, qui semble plus meurtrière et destructrice que la première. La situation devient désespérée lorsqu'un appel urgent du présentateur de télévision Mike Morgan bouleverse des milliers de personnes qui fuyaient aussitôt vers le sud à la recherche d'un abri, encombrant encore davantage les routes. Une pluie torrentielle et sombre commence à couvrir l'horizon, et la tornade disparaît momentanément derrière le rideau d'eau. Mais les chasseurs et les civils n'ont pas le temps de se détendre dès que le monstre du vent traverse l'Interstate 40 et commence à semer le chaos. La tornade ne laisse aucun répit. Des semi-remorques sont renversées, des voitures sont arrachées de la route et projetées en l'air comme des jouets. Si beaucoup survivent, tous n'ont pas cette chance. Maria Martin et son bébé de 17 jours sont coincés dans leur minivan, pris dans la fureur de la tornade. Tous deux perdent la vie, victimes de la puissance imparable de la tempête. Cependant, comme si la nature jouait avec les espoirs des survivants, la tornade commence à faiblir de manière inattendue. En quelques secondes, le monstre qui terrorisait tout le monde se dissipe, comme s'il n'avait jamais existé. La dévastation est totale. Le paysage est devenu méconnaissable et les équipes de secours travaillant d'arrache-pied pour venir en aide aux sinistrés, fouillant les décombres à la recherche de signes de vie. Si certaines des structures les plus résistantes sont encore debout, les routes racontent une toute autre histoire. Des dizaines de voitures ont été renversées ou emportées, telles les pièces d'un puzzle. Mais le bilan le plus tragique se situe sur Reuter Highway, où le corps de Tim Samaras, le célèbre chasseur de tornades, est retrouvé. Sa mort est un coup terrible pour la communauté, car Samaras était l'un des plus expérimentés, celui qui avait consacré sa vie à l'étude et à la compréhension des tornades. Le lendemain,
Les équipes de secours ont également récupéré les corps des coéquipiers de Tim, Paul Samaras et Carl Young, ainsi que celui de Richard Anderson. La tornade, qui a battu tous les records d'intensité et de taille, a également créé un précédent terrifiant. Pour la première fois, une tornade a coûté la vie à des chasseurs de tempêtes, dont des vétérans et des figures légendaires comme Tim Samaras. Cet événement met en lumière de manière déchirante la nature imprévisible et imprévisible des tornades. La fragilité humaine est évidente face aux puissantes forces de la nature, nous rappelant que, malgré tous nos efforts pour étudier et prédire le comportement de ces géantes, une part d'incertitude subsistera toujours. Bien que Samaras fût connu pour privilégier la sécurité et prendre des précautions rigoureuses, cette tempête a démontré que, malgré des années d'expérience, rien n'est certain face à la puissance irrésistible de la nature. Les tornades ne font aucune distinction, aucune exception, et cette tragédie marque un tournant dans l'histoire des chasseurs de tempêtes. Que pensez-vous de cet événement dévastateur? Laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres témoignages poignants. Votre avis nous intéresse